Renaud Piarou, professeur en infectiologie et parasitologie à l'hôpital de la Timone à Marseille, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, mondialement reconnu pour son expertise du choléra, a révélé que les casques bleus népalais envoyés en Haïti par l'ONU dans le cadre de la MINUSTA, mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, sont à l'origine de la plus grave épidémie de choléra qui a eu lieu dans le monde durant ces 20 dernières années. Je suis à la fois professeur de médecine et praticien hospitalier, c'est-à-dire je travaille à la faculté de médecine de Marseille et à l'hôpital de la Timone, où je dirige le laboratoire de parasitologie et mycologie sur des maladies infectieuses, dont certaines sont des maladies tropicales. Ce qui m'intéresse depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, c'est les épidémies de choléra, pour avoir été confronté à des épidémies meurtrières et m'être aperçu qu'il y avait du travail à faire de recherche pour mieux comprendre comment elles fonctionnaient. Quels sont les symptômes du choléra ? Dans la grande majorité des cas, c'est simplement une diarrhée banale, mais peut-être 10%, 15% des cas vont avoir une diarrhée plus intense, avec une déshydratation. Dans les formes les plus graves, en quelques heures, on perd 10-20% du poids du corps. Quelqu'un est en bonne santé le matin peut être mort le soir. Quel est le mode de transmission ? C'est une maladie qui se transmet essentiellement par les eaux souillées. C'est le fait de boire des eaux qui ont été contaminées par des matières fécales, par l'alimentation souillée, par les mains souillées. C'est tout un problème d'hygiène et de mode de vie. Bien sûr, ici, par exemple, on a une eau qui est traitée au robinet, pas de risque. Mais dans certains pays où la population est amenée à boire les eaux de surface, elles sont facilement contaminées. Quelle est la raison de l'apparition du choléra en Haïti ? Le Népal n'a pas du choléra régulièrement, mais en 2010, il y a eu une épidémie de choléra. Des soldats, des casques bleus de l'ONU venant du Népal ont été installés quelque part au milieu de la campagne haïtienne, dans un camp qui avait un système de traitement des eaux usées absolument inexistant en réalité, puisqu'il s'agissait de les éparpiller simplement dans la nature. Donc ces soldats ont eu une épidémie de choléra dans le camp. La fosse septique s'est remplie de matière fécale largement contaminée par le choléra. Et comble de malchance en plus, le contracteur haïtien chargé d'évacuer les matières fécales n'a pas fait correctement son travail et a tout évacué dans un affluent de la rivière Artibonite. Et c'est ce qui a contaminé de manière massive le fleuve Artibonite. Où se situe le fleuve Artibonite ? C'est le principal fleuve qui circule en Haïti, un fleuve qui se termine par un delta dans une plaine qui sert à la culture du riz. Au moment où ce fleuve a été contaminé, pendant les quelques heures où il a charrié le contenu de cette fosse septique, des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans les champs et ces personnes ont bu l'eau et donc ça a démarré l'épidémie de manière extrêmement explosive, avec des milliers et des milliers de cas de choléra du jour au lendemain. L'ONU savait que ces militaires avaient le choléra ? Ce que les militaires népalais devaient savoir, et leurs médecins, à coup sûr, c'est qu'ils avaient une épidémie de diarrhée. Ils savaient aussi qu'ils venaient d'un endroit où il y avait eu du choléra. Ensuite, jusqu'où c'est monté dans la chaîne de commandement, on ne saura jamais. Quelle a été la durée de propagation de l'épidémie ? L'arrivée des soldats népalais dans ce camp, c'est le 9 octobre 2010. Finalement, le premier cas haïtien confirmé a eu ses symptômes qui ont commencé le 14 octobre. Et à partir du 20 octobre, on a des milliers de cas de choléra dans l'Artibonite. Généralement, quel est le temps d'incubation de la maladie ? Le temps d'incuber la maladie, de contaminer quelqu'un, on va dire que tous les 2 jours, 3 jours, de nouvelles contaminations, une nouvelle génération de contamination se fait. En faisant comme ça, il faut quand même des semaines avant d'arriver à des milliers de cas. Par contre, dans le cas d'Haïti, le passage par le fleuve Artibonite a fait que le même jour, quasiment à la même heure, des dizaines de milliers de personnes se sont contaminées. Sait-on combien de personnes sont décédées ? On a recensé
plusieurs milliers de décès, donc sur la fin de l'année 2010. Mais en réalité, MSF et Épicentre ont fait une étude montrant que, à côté des cas recensés, des décès recensés, il y avait eu beaucoup plus de décès non comptés inconnus, parce que c'était des personnes qui n'ont jamais été dans les structures de soins, sont décédées à domicile. Quelle a été la réaction de l'ONU suite à ce départ d'épidémie? Dès le début de l'épidémie, la MINUSTAH publie un communiqué de presse, c'est assez étonnant, sur cette épidémie et indique que selon le ministère de la Santé d'Haïti, l'épidémie aurait commencé le 24 septembre dans la plaine de l'Artibonite. C'est intéressant parce que c'est donc bien avant l'arrivée des casques bleus népalais et pas du tout là où est leur camp. Et en fait, ça va être la ligne que va adopter l'ONU, c'est d'essayer de faire penser que l'épidémie a démarré dans une zone d'estuaire où il peut y avoir des conditions climatiques et environnementales favorables à l'émergence du choléra. Du moins, certaines théories scientifiques racontent ça à l'époque. Et pour faire croire ça, eh bien, ils vont modifier les données. Et en particulier, tout ce qui est carte représentant le début de l'épidémie va être modifié. OCHA, qui est l'organisme de coordination des affaires humanitaires à l'ONU, va faire exactement la même chose. De cette manière-là, on n'attirait pas l'attention sur les casques bleus et sur la manière dont l'ONU gérait l'évacuation des matières fécales des casques bleus. Lorsque vous arrivez sur place, les casques bleus népalais étaient soignés? Officiellement, il n'y a pas eu de cas dans le camp. L'équipe haïtienne qui enquête dès le début de l'épidémie n'a pas le droit de rentrer dans le camp. Et personne n'a eu le droit de rentrer dans le camp. C'est un secret défense, c'est comme on veut, donc on ne peut pas savoir. Un journaliste américain a pu interroger des Haïtiens qui travaillaient dans ce camp, qui eux indiquent que non seulement ils ont vu que les soldats paraissaient malades, que eux-mêmes sont tombés malades et eux-mêmes ont attrapé le choléra. Donc très probablement, ils les ont soignés. On ne peut pas imaginer le contraire. Quel est l'effet pervers de cette théorie climatique défendue par l'ONU quant à l'arrivée du choléra en Haïti? Il y a du choléra en Haïti, c'est juste la faute à pas de chance. Et surtout, on ne pourra jamais s'en débarrasser, puisque le territoire haïtien est optimal pour la croissance de la bactérie et va constituer un réservoir. Cette notion-là, qui a complètement bloquer la lutte contre le choléra. 6 ans après le début de l'épidémie, où en sommes-nous? Alors 6 ans après le début de l'épidémie, c'est le moment de faire un bilan. Officiellement, on est à 9000 morts, on est à 800 000 cas, donc c'est quelque chose de phénoménal et on sait qu'on sous-estime et le nombre de morts et le nombre de cas. Le premier point, effectivement, une reconnaissance du bout des lèvres. L'ONU a quelque chose à voir avec le début de l'épidémie de choléra et l'ONU devrait faire beaucoup plus, a une responsabilité morale de faire beaucoup plus contre le choléra. Il y a eu des procès faits contre l'ONU, mais l'ONU bénéficie d'une immunité totale. Le rapporteur sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme a vraiment allumé l'ONU sur cette question-là, qualifiant d'irresponsable, de politiquement inacceptable la position de l'ONU qui était d'ignorer ce problème du choléra en Haïti. Parce que finalement, pendant très longtemps, l'ONU a ignoré ce problème. Que révèle le livre Deadly River, paru en 2016? Deadly River raconte justement l'enquête que j'ai menée. Je ne suis pas l'auteur du livre. L'auteur du livre, c'est le professeur Ralph Frericks, qui est un professeur de santé publique en Californie. Il est rentré en contact avec moi après mon rapport et on a commencé à collaborer pour expliquer comment s'était faite l'investigation et ensuite les obstacles auxquels j'ai été confronté au cours de cette investigation et surtout par la suite. Et donc, ça parle non seulement de choléra, mais ce que les Américains appellent cover-up, c'est-à-dire le maquillage en quelque sorte,
camouflage de la réalité. C'est un travail extraordinairement documenté, parce que, évidemment, si les choses racontées peuvent être contestées, on va devant de grands ennuis. Donc, on a la chance d'être, Ralph et moi, d'être des scientifiques, donc d'avoir une démarche particulière permettant de croiser les sources, de vérifier, de maîtriser les outils qui permettent de confirmer. Et on a les preuves de chaque chose annoncée. Est-ce possible d'éradiquer le choléra en Haïti? Si on se mettait à lutter correctement, sans aucun problème. Sauf que il n'y a pas de mobilisation. C'est fait avec des financements très très insuffisants par rapport à l'ampleur du problème. Et donc tout le monde s'accommode de la présence du choléra. J'ai même l'impression que ça peut même arranger, parce que ça fait des titres, ça fait des dons, ça fait donc des projets. Donc c'est pas forcément une calamité pour tout le monde. Nous reverrons le professeur Piarou 2 mois plus tard, la suite dans le sujet vaccination.